Je pense que la deuxième vague, ça sera pas seulement le chiffre, comme je l'ai dit, de 100 malades par jour, plutôt la dispersion. Bonjour docteur Éric Setton. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben super, on Bonjour. est content de vous avoir parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les jours passent et ne se ressemblent pas. On se souvient il y a quelques jours de l'injonction de Benyamin Netanyahou qui nous disait Tassou Chaim, faites la vie, allez-y, tout va bien. Et on se rend compte aujourd'hui que les chiffres ne sont pas sur la descente mais plutôt sur une remontée. Est-ce que logistiquement nous sommes prêts à affronter une deuxième vague? Oui, je crois que nous avons compris un petit peu comment il se conduit, le virus, la propagation. Je crois qu'on ne parle pas encore vraiment de deuxième vague, mais on voit quelque chose venir. On voit des foyers se créer. On comprend également qu'il faut traiter les foyers très rapidement. Et pour éviter la propagation, nous avons vu qu'une personne peut, ce qu'on appelle les super propagateurs, peut propager le virus par plusieurs personnes. Et donc essayer de localiser les clusters, les foyers très rapidement, les fermer pour éviter ce qu'on a fait, c'est-à-dire la fermeture générale qui a un prix économique très très important. Et je crois que c'est le changement un petit peu maintenant, on s'adapte plus rapidement, plus souplement. C'est également la raison pour laquelle le gouvernement veut proclamer une loi qui puisse lui donner et non pas des décrets d'urgence qui sont beaucoup plus lourds, qui ont des impacts beaucoup plus importants du point de vue sociaux et également juridiques. Donc, avoir une loi qui permet de gérer cette situation. Alors une loi, c'est-à-dire une loi qui nous donnerait une marche à suivre générale? Tout à fait, une loi qui donnerait la possibilité du gouvernement d'un côté de gérer les cas, mais d'un autre côté également ce qu'on appelle une surveillance de la Knesset, une surveillance du Parlement, parce que on peut pas laisser le gouvernement faire exactement uniquement ce qu'il veut. Il y a des risques de dérapage, et c'est pour ça que le conseiller juridique du gouvernement a demandé à créer une loi et non pas gérée par décrets qui sont des décrets d'urgence qui ont des impacts beaucoup plus importants. Alors justement, on se souvient lorsqu'on a entamé cette phase de déconfinement que Benyamin Netanyahou avait dit après 100 malades par jour, 100 nouveaux malades par jour, eh bien il ferait marche arrière et il reviendrait, on va dire, une forme de confinement pour tous. Maintenant, on se rend compte que notre santé, on se demande en tout cas si notre santé fait le poids par rapport à l'économie et au prix qu'on devrait payer économiquement. Alors c'est justement 100 malades, c'est 100 malades quand ils sont dispersés, quand il y a plusieurs malades qui sont localisés, comme ce qui s'est passé à Jérusalem. Je pense que le gouvernement veut éviter de rentrer dans une fermeture généralisée qui a un prix très important. Le prix est également non pas économique, est également médical. Nous l'avons ressenti chez nous à l'hôpital, où nous avons vu des baisses d'opérations, de malades qui ne sont pas venus se faire soigner, alors qu'il y avait la possibilité de recevoir des soins. Et c'est des choses qu'on va voir au long terme. Donc le gouvernement, la coalition a compris qu'il fallait éviter absolument ces fermetures généralisées. Donc ils agissent d'un côté la carotte en disant faites la vie est faite, mais en gardant bien les trois mesures qu'il faut absolument garder et bien garder. Ce sont la distanciation sociale, c'est-à-dire un écart de 2 mètres au moins entre les personnes, ne pas avoir des rassemblements trop importants, garder les mains propres, c'est-à-dire se laver les mains avec le gel, avec de l'eau et du savon, pas simplement, et porter un masque dans les endroits où il y a beaucoup de monde, comme les supermarchés, comme les magasins, où il faut se
protéger et protéger les autres, parce que le masque, c'est également pour protéger les autres. Mais docteur Éric Seyton, on entend ce que vous nous dites. Tout le monde nous dit la même chose, mais en même temps, quand on regarde la réalité, franchement, quand on regarde les terrasses de café à Tel Aviv, quand on regarde les écoles, les élèves sont assis les uns à côté des autres. Il n'y a pas de mise en place particulière. De toute façon, il n'y a pas de place dans les écoles. Donc, évidemment, on a l'impression qu'on a 2 poids 2 mesures et que c'est un vœu pieux, cette distanciation sociale. On a l'impression que dans la réalité, ça ne marche pas. Non, je crois que c'est pas que ça ne marche pas. Il faut également, comme je vous l'ai dit, peser le pour et le contre. Ce n'est pas quelque chose de noir et blanc. Noir et blanc, c'est possible de faire un arrêt généralisé de tout le pays. Mais dans ce cas-là, on a un prix qui est un prix social, économique et médical également, très important. Médical, c'est-à-dire que les gens ne se soignent pas pour leur pathologie ordinaire? Exactement. Les gens ne se soignent pas, ne font pas le diagnostic. Et à long terme, également le prix économique, c'est-à-dire quand les gens ont un niveau social et économique plus bas, faible, ouais. Leurs soins et leur niveau de santé déclinent. Donc, il faut comprendre que c'est une balance. On ne peut pas arrêter également l'école, on ne peut pas arrêter l'éducation parce que ça a un prix pour les générations futures, sans parler du prix que payent les parents en gardant les enfants à la maison et en ne pouvant pas aller travailler. Donc, je pense que c'est des balances. On ne peut pas dire. Ça veut dire que pour vous, vous pensez qu'il faut fermer les clusters ou mettre en quarantaine, en tout cas, mettre comment dire, empêcher les gens de sortir des villes qui sont rouges, par exemple Jérusalem, qui est une zone rouge aujourd'hui? Tout à fait. Il faut localiser les endroits, même les quartiers, pas seulement les villes, mais vraiment aller au du quartier. Également, c'est un petit peu, si je fais un parallèle par rapport à ce qu'on a eu vous connaissez très bien le système des alertes quand il y a des missiles. À une certaine époque, tout le pays était en alerte à chaque missile qui rentrait ou du nord ou du sud de Gaza. Progressivement, on a séparé le pays en plusieurs régions. Puis, on est allé vraiment à chaque petite parcelle. Et il y a maintenant plus de 3000 petites parcelles qui sont en alerte pour ne pas arrêter toute la vie économique à chaque alerte de missile. C'est la même chose. On a des alertes, on a des clusters qui se forment, des foyers qui se forment. Il faut les localiser très rapidement, bloquer la progression et faire des examens très rapidement également. Et je félicite le nouveau ministre de la Santé pour la décision de faire des examens également à ceux qui n'ont pas de symptômes et qui ont été en contact pour essayer de localiser rapidement le plus possible de gens et les mettre en bidouille, les mettre en isolation. Alors justement, on ne comprend pas très bien, parce que vous parlez des tests, on ne comprend pas très bien pourquoi cette campagne de tests, parce que c'est vrai qu'au début de la crise, on en entendait parler énormément, on disait que c'était la solution. Pourquoi ça s'est plus ou moins arrêté? En tout cas, il y a beaucoup moins de personnes qui ont été testées ces derniers jours. Peut-être que ça va reprendre, mais on parle de seulement 1000 tests effectués hier. Enfin, ça paraît vraiment dérisoire par rapport à ce qui nous attend. Tout à fait. Je crois que il faut redonner une poussée aux tests. Les tests nous permettent d'avoir en fait une bonne image de renseignement sur ce qui se passe au niveau des malades. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que les tests, il faut les répéter. Parce que si j'ai été testé et trouvé négatif, ça ne veut pas dire que dans 2-3 jours, je ne peux pas être contaminé. Donc, il faut les répéter, même chez les gens qui n'ont pas de symptômes et qui risquent d'avoir été en contact avec des malades. Donc, il faut vraiment se faire tester. Si on pense qu'on a été en contact avec quelqu'un de malade, ou si on est sûr qu'on a été en contact avec quelqu'un de malade, il faut que les gens comprennent qu'il faut se faire tester. Et je crois que la nouvelle politique du gouvernement est bienvenue. Ce n'est pas quelque chose de 100% également, les tests. Il faut comprendre que les épidémiologues savent qu'il y a il y a un pourcentage important de faux négatifs. C'est-à-dire, on peut être
testé, trouvé négatif, mais porté quand même le virus en soi-même. Donc, c'est pour ça qu'on demande de répéter les tests. Donc ça veut dire qu'un test négatif ne veut rien dire, c'est ce que vous êtes en train de nous énoncer. Ce n'est pas qu'il ne veut rien dire, il veut dire à ce moment-là, il est valable pour ce jour-là. Ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, je n'ai pas contacté quelqu'un au supermarché. Ok, alors il faut faire combien de tests pour être sûr qu'on n'ait rien? Il y a plusieurs façons. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, ou dans un pays scandinave, les étudiants se testent 2 fois par semaine pour voir à peu près. C'est à peu près ce qu'on pense, c'est-à-dire tous les 2-3 jours, tester et voir qu'on n'est pas. C'est franchement réalisable en Israël de faire ça? Pardon ? C'est au programme, c'est réalisable de faire ça, de se faire tester la même personne 2 fois par semaine? Je ne sais pas si ça arrivera jusqu'à 2 fois par semaine, mais au moins de tester les gens à chaque fois qu'ils pensent avoir été en contact ou qu'ils ont été en contact avec quelqu'un de contaminé. Et je crois que c'est tout à fait... C'est la solution pour vous? C'est la seule solution pour vous pour reprendre une vie normale avec le maximum de précautions? Non, c'est pas la seule solution. Comme je l'ai dit, je pense également que porter des masques et se laver les mains, c'est très important. Et je pense qu'il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de zbeng et gamarnou. On arrête tout, on bloque toute la vie et on est débarrassé du virus à jamais. Non, parce qu'il y aura toujours des touristes, il y aura des portes d'entrée différentes. Je crois qu'il faut comprendre que c'est quelque chose avec lequel on va vivre pendant plusieurs temps jusqu'à qu'on trouve un vaccin. Bill Gates est très optimiste parce qu'il pense que l'effort est considérable pour trouver un vaccin dans l'année qui vient. Je ne sais pas, mais je pense que tant qu'on n'aura pas un vaccin qui permettra de se débarrasser complètement du virus, on doit vivre avec. Et on ne peut pas arrêter la vie quotidienne, on ne peut pas arrêter la vie économique, et il faut peser les pour et le contre de chaque mesure que l'on fait au niveau gouvernemental et au niveau personnel également. Alors justement, certains membres du gouvernement ont également parlé de le fait que les hôpitaux qui étaient dédiés au coronavirus, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont fermé leurs services, eh bien, se tiennent sur le qui-vive. Est-ce que c'est quelque chose qui est efficace? Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable? Ça coûte beaucoup d'argent, j'imagine, de maintenir un service normal et en même temps un service corona alors qu'il n'y a pas vraiment encore de patients à l'intérieur. Quelles ont été les options? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qui va être fait clairement par ces hôpitaux? Est-ce que tous les hôpitaux qui étaient dédiés au corona, je pense notamment à l'hôpital Sheba, va se remettre en branle pour accueillir éventuellement d'autres malades? Je crois que là aussi, on a tiré les leçons de ce qui s'est passé. Le ministère de la Santé a mis les hôpitaux en arrêt d'opérations électives trop tôt. Les hôpitaux de la force de Sheba ou de Ichilov ou de Bellinson sont des hôpitaux qui savent très rapidement passer du mode de travail électif au mode urgent. On l'a vu lors des attentats. J'étais à Ichilov dans les années 90. Nous faisions des exercices et nous savions passer de mode de travail routine à l'urgence très rapidement. Donc je pense que là ils ont compris. On a laissé les infrastructures ne coûtent pas énormément parce qu'en fait ce sont des lits, des moniteurs et dès le moment où on a besoin, on sait transformer rapidement l'hôpital. Et c'est ce qu'ont dit les directeurs d'hôpitaux. Laissez-nous travailler tranquillement, laissez-nous travailler de façon normale. Du moment où les malades commenceront à rentrer, nous savons passer au mode d'urgence et au mode corona très rapidement. Nous avons les infrastructures matérielles, les infrastructures humaines sont rapidement transférables dans ces services. Donc ça ne coûte pas. Pour l'instant, il n'est pas question de remettre en branle ce qui était, c'est-à-dire d'arrêter les opérations électives et de remettre en branle les hospitalisations de corona. Donc je pense que pour l'instant, les hôpitaux sont prêts, mais ils sont prêts sur un mode de travail normal en ayant les infrastructures
prête pour réaccueillir les malades de corona. Ok, alors juste pour finir, vous avez, vous qui êtes directeur du centre médical Ertilia, bien sûr, est-ce que vous avez mis en place des précautions supplémentaires? Est-ce que... Tout à fait. Oui. Nous avons été parmi les premiers, parce que nous sommes un hôpital de chirurgie élective, c'est-à-dire de chirurgie programmée. Nous n'avons pas de chirurgie de centre d'urgence, nous n'avons pas de miyun, comme on appelle en hébreu. Donc nous sommes programmés, nous checkons tous les malades et tous les patients et toutes les équipes soignantes tous les jours. En fait, pas par examen, mais par questionnaire. Nous vérifions leur température et en cas de suspicion ou de suspicion de contact, nous faisons des examens de corona et nous savons protéger l'hôpital. Et jusqu'à présent, nous protégeons l'hôpital. En cas de malades de corona, nous savons également les isoler et continuer leur traitement de façon à ce que ça ne met pas en danger les malades ou le personnel. Pour l'instant, nous avons passé cette première vague, comme on dit, touch wood, de façon très bien. Et j'espère que nous allons continuer. Le ministère de la Santé nous a demandé d'être prêt à accueillir de la chirurgie élective ou de semi-élective pour pouvoir continuer et aider les hôpitaux dans le cas où ils seraient submergés. Je pense que pour l'instant, c'est encore on est encore loin. Alors justement, vous disiez qu'on n'était pas vraiment encore dans une deuxième vague, qu'on en était loin. Vous pensez à quel chiffre pour annoncer et considérer que nous sommes vraiment dans une deuxième vague? Je pense que la deuxième vague, ça sera pas seulement le chiffre, comme je l'ai dit, de 100 malades par jour, plutôt la dispersion. C'est-à-dire, si on voit des malades qui sont à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, à Beersheba, là, on commencera à parler de deuxième vague parce que c'est en fait la dispersion qui fait la vague. Okay. Si on voit des malades dans un endroit localisé comme une maison de retraite ou une école, c'est quelque chose qui reste encore localisé et je parlerai pas de deuxième vague. C'est-à-dire que le chiffre, c'est quelque chose, mais également la dispersion géographique. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces données extrêmement claires. On vous souhaite plein de bonnes choses pour le retour à la normale. Voilà, et on vous réinterviewera prochainement, je pense. À bientôt, en tout cas, Dr. Haim Seton. À tous les auditeurs, merci beaucoup. Merci. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.